Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information, au sommaire de l'actualité. Ali Sebi est prête à accueillir la Semaine nationale de solidarité. Le Premier ministre et les membres du gouvernement rencontrent les délégations des 5 régions de l'intérieur, marquant une rencontre clé entre les représentants régionaux et le gouvernement. Et au Liban, le général Joseph Aoun est élu président de la République. Une forte délégation venue de Tadjoura a répondu présent pour participer demain à la cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de solidarité 2025. Présidée par le chef de l'État, cette rencontre va rassembler des représentants des différentes régions pour un moment d'échange et de solidarité. La délégation de Tadjoura, forte de 30 membres, est conduite par le préfet Mohamed Hamada Abbas. Et le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, a marqué sa présence avec fierté. Eh bien, la délégation a également symbolisé son engagement en plantant un arbre à l'entrée de la ville, un geste fort en cette occasion spéciale. Ali Sebi est prête à accueillir demain la Semaine nationale de solidarité sous la direction de la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Loufa Ismaël Abdo. Cette année, Ali Sebi a été choisi pour inaugurer la semaine sous le thème Solidarité et développement social, socle de notre cohésion nationale. Le chef-lieu Assadjoug est en effervescence, prête à devenir le théâtre de cette cérémonie emblématique demain. La délégation de la ville d'Arta a fait également son entrée remarquée à Ali Sebi, accueillie chaleureusement par la ministre des Affaires sociales, Loufa Ismaël Abdo, et les cadres du ministère des Affaires sociales et des solidarités. Chaque délégation composée de 30 personnes s'est rassemblée pour prendre part demain à cet événement inédit. La ville d'Ali Sebi vit une effervescence particulière avec l'arrivée de la délégation d'Arta, menée par le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional El Mebouh Goudadeh. Le lancement de la Semaine nationale de solidarité marquera demain un moment symbolique avec une rencontre attendue entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et les populations des régions de l'intérieur représentées par les chefs coutumiers. Cet échange promet d'être riche en émotions, renforçant ainsi les liens entre les différentes communautés du pays. Obok, une participation active à la Semaine nationale de solidarité. La région d'Obok s'est empressée de rejoindre ce rassemblement conduite par le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël. La délégation de 30%, la délégation de 30 personnes prendra part demain à la cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de solidarité 2025, organisée par le ministère des Affaires sociales et des solidarités et présidée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cette édition s'annonce riche en activités. Assadjoug devient le centre névralgique de multiples événements symbolisant la solidarité et les échanges fraternels, avec des inaugurations, des poses de première pierre et des discussions ouvertes. Cette Semaine nationale de la solidarité promet de mettre en lumière les actions concrètes de solidarité à travers le pays grâce à l'implication du président Guelleh et la mobilisation des communautés. Ville de l'Unité, une présence marquante à Ali Sebi, la délégation de la ville de l'Unité conduite par le préfet Hassan Abdirable et le président du conseil régional Mahad Hussein Ahmad a été accueilli chaleureusement par les habitants d'Ali Sebi. Symbolisant leur passage, ils ont participé à la plantation d'un arbuste. Pendant 48 heures, Ali Sebi devient le centre d'intérêt du pays sous le haut patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh.
L'événement, vous l'aurez compris, se déroulera demain, samedi 11 janvier 2025. Les délégations, y compris celles des régions les plus reculées, sont prêtes à participer à cette cérémonie tant attendue. Les Assadjouk, pleinement conscients de l'importance de cet événement, se sont mobilisés à tous les niveaux pour en faire un succès. Cette semaine nationale de la solidarité sera bien plus qu'une vitrine des efforts collectifs. Elle sera donc un moment fort de cohésion nationale, renforcé par la participation active des citoyens et des autorités locales. Et toujours à Ali Sabié, une rencontre cruciale a eu lieu après le déjeuner entre les délégations des 5 régions participant à la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de solidarité. Les membres du gouvernement et les hôtes de cet événement, cette rencontre a été présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette cérémonie, haute en couleur, organisée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, sera officiellement inaugurée demain par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Lors de cette rencontre, les notables, locaux et sages de chaque région ont pris la parole pour souligner l'importance de cet événement et de ces échanges permettant de renforcer les liens entre compatriotes de diverses régions. Des chants religieux, maoulids et des rasaïd ont été interprétés par les différents chers présents, accompagnés de prières et d'invocations au Tout-Puissant, demandant unité, solidarité et paix. Des vœux de prospérité et de réussite ont également été échangés. Demain, donc, la cérémonie officielle en présence des hauts responsables civils et militaires du pays verra le président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, pour donner le coup d'envoi tant attendu de cette semaine de solidarité. Dans son intervention, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est réjoui de participer à cette rencontre rassemblant les délégations des 5 régions de l'intérieur. Il a félicité ses compatriotes pour leur déplacement jusqu'à Ali Sabié afin de prendre part demain au lancement officiel de la Semaine nationale de solidarité. Il a rappelé qu'il s'agit là d'un événement rare rassemblant les populations de tout le pays. La cérémonie de lancement présidée par le chef de l'État, accompagné de la première dame, est organisée, a-t-il dit, chaque année par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Poursuivant son intervention, le Premier ministre a insisté sur l'importance cruciale de cet événement. Il a profité de cette occasion pour féliciter et rendre hommage à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités pour l'organisation de cet événement majeur à Ali Sabié. Et au cours de cette rencontre entre les locaux des 5 régions, les membres du gouvernement et les autorités locales, les cheikhs ont procédé à des du'as et des invocations adressées au Tout-Puissant et au Tout Miséricordieux. Ces prières visaient à bénir et assurer la réussite de cette cérémonie et de la semaine de solidarité de cette année. اللهم انصر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللهم البسه لباس الصحة والعافية اللهم عمرا مديدا مزيدا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين كونك دستريكك أما تهتن توبكو علي سبي حدل أن الإتقية هيني يلي يما لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هذا نعمة الكبرى كذا نعمة أعظم النعمة بعد الإسلام الأمن والصحة
كدا نعمت نبارو أمانة نشكر الله نبارو هبا يلي عافيتك يا حي صحتك يا حي عمر ددر يلي يا حي كايلك التكة تحت الوزراء إن كيتا قبرنما نبارو جبوتي الشعبي أبوكو كياناي تقري كياناي علي سبح كياناي دخلي كياناي تقري كياناي تكة جبوتي الوحدة إن كتينو مدنمو يلي نهبي كل سنة كل عام يا رب العالمين سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي برسلاكينا كين عمركيس إلهي ديريا عاطمة هيلان الله كدقة حكومة دي سبع الله كدقة وشرف في عويان شرفت تيجي سعوت الله نوغدقة تيجرت الله نوغدقة برسلاكي حاسكي سنة كي بركيسن الله كدقة عاطمة دي عمر در الله سيا عاطمة دي عمر در الله سيا إله كوي يقول اشترنا قيال إله هريره إن مصيبة كسعوت مسيبويك إله نجار مرد إله يو ولا يحدوا الله إله ولا يقول الجروع على المدل إله نجيال كوي ولا عناه ولا جوير إله نجيال دم بيجي إن الله داف هول كوين أكشر إن النكهة سنة درجات يشرف الله سي نمعديه سإله نو بركة إله صار نويل والد كينية ولا له إن جوهرك وأسن ودنك وأسن الله ونحريس أنك الله نوجد دبنا حريس قبرك إن الوالد كين الله ونحريس قبرك الله ونور نارت الله كهري أنا لو أخذت بتجنا إله نوجد دبنا حريس اللهم صل على محمد وعلى آله محمد فاتح. Je vous emmène en Ouganda à présent où les ministres de l'agriculture de l'Union africaine ont débuté leurs travaux hier à Kampala. Ils examinent la stratégie du programme détaillé du développement de l'agriculture africaine pour la période 2026-2035 et la déclaration de Kampala sur le système agroalimentaire en Afrique. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a mis en avant les réalisations de son pays dans un discours important. Il était accompagné d'une délégation composée de responsables diplomatiques et techniques. Enraciné dans l'histoire et la mémoire collective, ce magazine vous invite à redécouvrir les monuments vivants de Djibouti avec un focus particulier sur le mémorial du barrage de Djibouti, témoin intemporel de notre identité et de notre destin commun. Regardez. Souvent décrite comme une volonté partagée de bâtir un destin commun, ancré sur des valeurs fortes, trouve également son incarnation dans des lieux, des monuments et des symboles gravés dans la pierre de l'histoire, qu'elle soit grande ou petite. Et Djibouti, terre de convergence et d'héritage, n'échappe pas à cette règle. Ces sites historiques, façonnés autant par la main de l'homme que par la nature, ne sont pas de simples témoins du passé. Ils sont le jalon vivant de notre devoir de mémoire. À travers ces espaces, les hommes et les femmes de notre pays renouent avec leur destin, célébrant une histoire qui les rassemble. Ces lieux, véritables carrefours de communion intergénérationnelle, vibrent d'un récit qui ne demande qu'à être raconté, celui des luttes et des sacrifices, mais aussi des victoires qui ont forgé notre identité collective. Ici, la mémoire ne se contente pas de survivre, elle se régénère, se réinvente et surtout, elle inspire. Si nous avons édifié ce mémorial, ce n'est pas pour ressasser le passé, c'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé, pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Il est impératif de protéger ces lieux qui transcendent leur simple existence physique pour devenir des sanctuaires d'identité nationale. Ils servent de socle à la cohésion. Ces racines qui irriguent les fondements de notre société et dessinent les contours de notre avenir commun. En ce sens, chaque pierre, chaque monument et chaque espace naturel chargé d'histoire participe à l'édification d'une mémoire généreuse et vivante. Une mémoire qui ne regarde pas seulement vers le passé, mais se projette vers un futur prometteur.
Ces sites, empreints d'une forte symbolique patriotique, incarnent la volonté de ne jamais oublier. Ils sont le relais physique de notre histoire, ce patrimoine que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. haddana gobonimadoonka wax badan ayaan maaragtay kasoo ayaan ka qayb galay haddana askartiisaan ahayn waayo qoladan dee maaragtay jabhad baan lahayn jabhadda direyskaan u soo gelinayna naga xaggaaba uga soo gelinayna. En même temps que je m'engage dans le service militaire des forces coloniales françaises, je faisais partie de la résistance. Ce périmètre, qui s'étalait le long du camp militaire Shah Osman jusqu'aux bordures de l'accueil zone dédiée au musée, servait de cimetière. Mon frère a marché sur l'une des mines. Il a trouvé la mort sur le coup, tout comme beaucoup d'autres. Alors il ne faut pas oublier que beaucoup ont payé de leur vie pour que nous puissions jouir de cette souveraineté acquise. C'est cette souveraineté de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, un sang devenu une encre indélébile, symbolisée par l'étoile rouge de notre drapeau. Protéger leur patrie, ils ont été capables du sacrifice ultime pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Grâce à ces mémorials, il est de votre devoir d'honorer leur action. Honorons nos héros, ces hommes et ces femmes qui ont versé leur sang pour la terre. Nous racontons leur récit avec fierté, rassemblant les éléments d'une narration qui transcende les époques. Que serait un peuple sans mémoire? Que deviendrait une nation qui oublierait ses bâtisseurs, ceux dont le courage et le sacrifice ont permis la préservation de nos libertés? En érigeant ces lieux en espaces de mémoire active, nous tissons un lien puissant entre hier et demain. Nous assurons que leur héritage ne se dilue pas dans l'oubli. Ces héros, dont les ombres continuent de veiller sur notre destin, doivent trouver ici un hommage à la hauteur de leur bravoure. L'histoire de Djibouti ne se limite pas aux livres et aux archives poussiéreuses. Elle s'inscrit dans les lieux vivants qui, à travers un projet mémoriel audacieux, permettent aux générations actuelles et futures de s'inspirer, mais aussi de s'unir. Ces monuments, ces places, sont d'autant de chapitres d'une épopée nationale qui nous invite à modeler le visage de notre société, de demain, avec respect, gratitude et une vision tournée vers un avenir commun, mais plus éclairé. Ainsi, le devoir des mémoires devient un engagement collectif. Il devient une manière de rendre justice au récit de nos héros, de donner à nos enfants et petits-enfants les raisons de se tenir fiers et unis. Plus qu'un hommage, c'est une promesse de transmission, un serment fait aux bâtisseurs de notre nation, un récit généreux qui ne cesse de nous rappeler d'où nous venons et surtout où nous voulons aller ensemble. Un atelier de sensibilisation s'est tenu hier dans une maison située dans le quartier de la Cité saoudienne, en banlieue de Djibouti, organisé par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNICEF. Cet atelier a rassemblé les femmes du quartier pour rappeler l'importance de la politique nationale de protection de l'enfance, notamment le droit de chaque enfant à être protégé. L'objectif principal de cet atelier était de contribuer au développement du capital humain et de permettre aux enfants de développer pleinement leur potentiel dès leur plus jeune âge. Ces initiatives renforcées par la mobilisation d'autres partenaires institutionnels de la société civile visent à améliorer le bien-être social de la population. À Obok, dans le cadre de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, le ministère de la Santé a récemment déployé un important lot de ces moustiquaires à Obok. À cette occasion, le préfet de la région, Moussa Aden Migene, et ses proches collaborateurs ont réceptionné ce lot crucial en présence des autorités locales. La distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides représente une mesure préventive efficace contre le paludisme. En facilitant l'accès à ces moustiquaires, cette initiative vise à réduire considérablement l'incidence de cette maladie. Et nous restons toujours à Obok, où le brigade mobile du LANA, après une mission de contrôle à Tadjoura, s'est rendu à Obok pour évaluer la conformité des denrées alimentaires et saluer l'expertise locale dans ce domaine crucial. En collaboration avec des éléments de la gendarmerie, l'équipe de la brigade mobile du laboratoire LANA a contrôlé les différents points de vente de denrées alimentaires, notamment les grands entrepôts, les boutiques et les détaillants.
Au cours de cette opération, plusieurs infractions ont été relevées concernant l'entreposage, la conservation et les dates de péremption des produits. Parmi les observations notables, les contrôleurs sanitaires ont découvert des poulets entiers et des cuisses de poulet décongelées, mal transportés et stockés à une température inappropriée, constituent ainsi une infraction grave en matière de santé publique et une mise en danger de la vie d'autrui. Tous les produits non conformes ont été saisis et détruits conformément à la réglementation en vigueur. La brigade mobile du laboratoire LANA a également conseillé et sensibilisé les commerçants sur les bonnes pratiques de conservation des produits surgelés. Elle les a accompagnés dans la mise en place des mesures d'hygiène et d'entreposage adaptées. Quotidiennement, des produits mis sur les rayons de la boutique. Donc pour éviter la date de péremption et tout ce qui est expiré. Nous tenons à remercier les préfets de la région de Bok pour son accueil chaleureux et les éléments de la gendarmerie pour leur collaboration durant cette mission. Et dans ce numéro, nous vous emmenons au cœur des archives nationales où se joue une course contre le temps pour préserver la mémoire historique de Djibouti. Voici un magazine de la rédaction. La numérisation des archives de la République de Djibouti avance à grands pas, alliant précision et patience. Ce projet ambitieux vise à préserver et rendre accessible le patrimoine historique du pays, tout en facilitant la recherche et la consultation des documents essentiels. À travers cette initiative, Djibouti se dote d'un outil moderne pour valoriser sa mémoire collective. Chaque document numérisé est une porte ouverte sur le passé, permettant aux générations futures de découvrir et d'apprécier l'histoire riche et diverse de la nation. Dans ce couloir où règne un silence empreint passé du roman national, se trouve Sagal Rachid Abdi, une figure dans la préservation de l'histoire administrative et légale de Djibouti. Ce chantier, à la fois technique et symbolique, représente bien plus que la simple réhabilitation des documents anciens. Il s'agit d'une véritable course contre le temps pour préserver la mémoire collective du pays. Chaque matin, Sagal se lance dans une mission ambitieuse. Redonner vie aux documents endommagés tout en garantissant leur accessibilité pour les générations futures. Elle s'est engagée dans un processus minutieux de nettoyage, de consolidation et de numérisation des pages abîmées du journal officiel. Dans son atelier, chaque mouvement est mesuré, chaque geste empreint d'une attention minutieuse. Le temps semble s'y être ralenti, transformant Sagal en une artisane de la mémoire fragile du pays. Pour elle, chaque page restaurée est une page d'histoire sauvée. Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Sagal Rachid, je suis archiviste et restauratrice actuellement en poste à la CNSS. Aujourd'hui, je me retrouve à travailler sur des journaux officiels qui datent de 1900. Le premier est écrit à la main, il n'est même pas encore imprimé, il a été manuscrit, c'est en version manuscrite, il date de 1900. Et le dernier date de nos jours. Donc j'ai ce privilège et cet honneur de travailler sur ce projet-là. C'est un projet qui a été mis en place et qui a été institué par le secrétaire général du gouvernement. C'est un projet auquel tous les Djiboutiens devraient s'intéresser. C'est un projet fait par des Djiboutiens pour des Djiboutiens. Avant tout, c'est une sauvegarde de notre patrimoine. Et on sait tous que sans la sauvegarde de notre patrimoine, c'est très compliqué de sauvegarder notre histoire. Donc, pour résumer, j'allais dire que c'est une opportunité et le projet d'une vie de travailler sur la restauration de ce patrimoine. Les journaux officiels sont une source inépuisable d'informations, que ce soit les décrets, que ce soit les lois de Djibouti, c'est le fondement de Djibouti, c'est tout ce qui vient de créer l'histoire de Djibouti. La restauration n'est pas simplement un travail technique, mais un art où chaque détail compte. C'est une danse délicate nécessitant rigueur, précision et respect. Chaque action est un hommage silencieux au passé, une révérence au temps qui a marqué ces pages. La première étape de ce processus est celle de l'évaluation. Chaque document est scruté avec soin, comme on examinerait une toile ancienne ou un parchemin sacré. Ensuite, ces mains habiles réparent, renforcent et stabilisent les documents, étape par étape, jusqu'à l'achèvement
de leur restauration. Une fois restaurées et numérisées, les archives retrouvent une nouvelle vie, à la fois dans les étagères climatisées des archives nationales et dans des bases de données numériques accessibles aux chercheurs, mais aussi aux citoyens. Ce travail méticuleux ne préserve pas seulement les documents, mais bien l'âme d'une nation inscrite dans ses pages, prête à traverser les âges. Ainsi, chaque geste précis et minutieux est bien plus qu'une simple réparation technique. C'est une danse de patience et de dévouement, où chaque mouvement est dicté par un respect profond pour la fragilité du passé. Au Liban, Joseph Aoun, ancien chef de l'armée, a été élu président de la République. Cette élection intervient alors que le Proche-Orient est en pleine recomposition politique et le Liban est en convalescence après un conflit récent et souffre de crise financière et de divisions politiques profondes. Et de nombreuses félicitations internationales ont suivi cette élection. À Gaza, des frappes israéliennes ont ciblé des tentes de déplacés à Khan Younes, tuant au moins 17 personnes, principalement des femmes et des enfants. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Nasser, l'un des rares encore fonctionnels. Ce bombardement s'inscrit dans une intensification des frappes depuis 2025, alors que les pourparlers pour un cessez-le-feu ont repris au Qatar. Le bilan humain du conflit qui dure depuis 15 mois ne cesse de s'alourdir. L'ancien président Jimmy Carter a reçu des funérailles nationales à Washington avec la présence de nombreux dignitaires et anciens présidents. Joe Biden a prononcé un éloge funèbre émouvant, soulignant l'amitié et les réalisations de Carter. Le cercueil a été transporté en Géorgie pour des funérailles privées. Le Royaume-Uni, sous la direction de Keir Starmer, impose des sanctions aux passeurs facilitant les traversées dangereuses de la Manche. Les sanctions incluent des interdictions de voyager et des gels d'avoirs, ciblant les réseaux financiers illicites des passeurs. Bien que l'efficacité soit incertaine, ces mesures complètent une stratégie plus large de contrôle des frontières et de coopération internationale. En 2024, plus de 38 000 personnes ont traversé la Manche, un chiffre en augmentation donc, par rapport à l'année précédente. La Californie, toujours en proie donc à des incendies qui ont fait au moins 10 morts. Plus de 130 000 personnes ont été évacuées et plus de 2000 bâtiments ont été détruits ou endommagés. Un ciel complètement recouvert par la fumée et des maisons en proie aux flammes. Les incendies de forêt qui ravagent Los Angeles depuis quelques jours ont fait au moins 10 morts et laissé des quartiers en ruine. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.